Audrey Bonato, je suis la responsable juridique et sociale du MEDEF Réunion. Je pense que vous m'entendez tous et toutes. Bienvenue à cet atelier juridique sur les défis de la paix 2022, nouveautés et points de vigilance animé par le cabinet FIDAL. Merci au cabinet d'avocats FIDAL de nous avoir proposé cet atelier juridique parce que ça a été une véritable proposition de leur part qui répond d'ailleurs à un besoin de nos adhérents. Vous êtes nombreux aujourd'hui en distanciel parce qu'on est à peu près, à cet atelier, on devait être à peu près 26, donc 5 en présentiel et le reste en distanciel. Ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un rapide tour de table et tour de caméra très vite fait, de manière à ce qu'on n'empiète pas trop sur le début de la présentation et sur la présentation pour savoir un peu qui y a et puis ce que vous attendez, mais vraiment très rapide. Vous présentez à peu près le poste occupé et puis ce que vous attendez de la présentation d'aujourd'hui. Voilà, on va commencer en présentiel et puis on nommera les personnes en distanciel afin qu'elles se présentent. Bonjour à tous, Antonia Dufournier, je suis directrice des ressources humaines pour le groupement d'intérêt économique Restaurant Réunis qui s'occupe de plusieurs marques de restauration et alimentation à La Réunion. Et je suis là aujourd'hui parce que les défis de la paix, c'est notre quotidien et le mien et ceux de mon équipe. Et je m'intéresse d'avoir les nouveautés avec FIDAL, avec qui on travaille en parallèle. Merci. Les intervenants se présenteront après. Donc, Anne de l'Épinière, responsable RH de Vinci Énergie, Réunion Mayotte. Et donc, voilà, c'est pour voir moi si je suis bien au fait de toutes les actualités. Donc, voilà. Et puis, du coup, prendre connaissance pour celles que j'ai pu louper. Alors, Laurent Cortés. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. On t'entend mal. Bonjour. Et là, c'est Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. beaucoup mieux. Ok. Donc, Laurent Cortés, gérant de Pragma Conseil, cabinet de courtage et de conseil en protection sociale et notamment collective. Voilà, donc ma présence ce matin, c'était pour bénéficier de cette information sur la paye qui nous concerne, parce que nous, on apporte toutes les solutions de protection sociale collective et d'épargne salariale pour les entreprises. Voilà, merci. Désolé, je devais être en présentiel, mais la circulation ce matin était vraiment trop horrible. Pas de problème. On t'excuse. Vincent. Bonjour, on m'entend? Oui. Donc, c'est Vincent Loftancré, je suis gestionnaire de paye à la SHLMR et moi, je me suis inscrit pour suivre un peu les nouveautés de cette année. D'accord, bienvenue. Merci. Alter Ego. Bonjour, je suis Snef Faubourg de Alter Ego, je suis la responsable administrative financier et pareil, je voudrais me mettre au fait des nouveautés sur le sujet. Bienvenue. On a Séverine Gros-Lambert. Bonjour, société Tecoa, entreprise du BTP spécialisée en génie climatique. Je suis en charge du pôle administratif et financier. De même, je souhaite recueillir les informations, les nouvelles informations, tout ce qui est nécessaire pour la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. D'accord, merci. Valérie Ferretto, SHLMR. Bonjour, Valérie Ferretto, responsable pilotage social et paye à la SHLMR. Donc, juste pour avoir les nouveautés au niveau paye et les aspects juridiques. Voilà. Merci. Jean-Baptiste. Donc, Bruno Jean-Baptiste, responsable paye, administration du personnel chez le groupe Cahier. On a des sociétés à La Réunion et à Mayotte. Et voilà, c'est pour prendre toute l'actualité qu'il y a à prendre. D'accord, merci. Valérie Rama.
Ok. Amandine? Bonjour, Amandine Erard, je suis la responsable RH de l'hôtel Akoya et me mettre à jour aussi sur les infos de la paye. D'accord, merci Amandine. Pierre Garnier? Oui, bonjour, oui, Pierre Garnier, oui, bureau de change, Gilo. Si vous pouvez donner au courant un peu sur les gestions des tickets restaurants. D'accord, merci. Stéphanie Mathieu? Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Stéphanie Mathieu, RRH au sein de CBO Territoria. Du coup, c'est sur toute la réglementation de la paie, les mises à jour, etc. Voilà, tout simplement. D'accord, merci. Lachumaya, AG? Oui, bonjour. Donc Agnès Lachumaya, donc responsable paye à Monsieur Bricolage. Donc moi, c'est aussi pour m'informer un petit peu des actualités paye qu'il y a eu et qu'il va y avoir en ce moment. D'accord, merci. Valérie Rama nous dit qu'elle n'a pas de micro. Et Véronique Louis. Véronique, tu t'es présentée? Non, pas encore. Donc, bonjour, Véronique Louis, DAF du groupe Chevillard des opticiens. Donc, moi, je suis là ce matin parce que la paie reste un sujet extrêmement sensible et il est important de bien faire les choses. Voilà. Merci. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Oui, bonjour à tous, Aliénor Dijoux, je suis avocate au sein du cabinet Fidal et j'interviens principalement en droit du travail et droit de la sécurité sociale, en conseil et en contentieux pour un public majoritairement composé d'entreprises. Et donc Sonia Leroy, je suis responsable du pôle paye au sein du département droit social de Fidal. J'ai c'est un pôle paye qui a vocation à accompagner les entreprises de toute taille, toute convention, sur toutes les questions et les problématiques liées à la paye. Voilà. Et donc, nous allons vous proposer dans ce cadre, effectivement, un point sur les défis de la paye 2022. Alors, on est dans une année de transition, en pleine période électorale, donc les évolutions, nouveautés liées à la paye ont été un peu moins importantes cette année que celles qu'on a pu connaître au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, où là, on a eu des vraies évolutions, des réformes vraiment d'ampleur qui ont nécessité beaucoup d'adaptations et de nouveaux paramétrages. On ne sait pas trop ce qui nous attend encore pour l'année 2023. Voilà, on sait qu'il y aura, on ne doute pas qu'il y aura des choses encore à mettre en place. Quoi qu'il en soit, comme le disait l'une des participantes ce matin, la paye, c'est un sujet qui évolue sans arrêt, qui connaît des modifications perpétuelles, et donc c'est ce qu'on va vous présenter ce matin. Alors, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, on a 1 heure, 1 heure et demie pour intervenir. Donc évidemment, l'objet de ce matin, c'est pas d'aborder très précisément, point par point, toutes les évolutions qui auraient pu intervenir depuis le début d'année. On va juste vous proposer certains petits points de vigilance, des orientations et peut-être des conseils notamment pour éviter de vous trouver en difficulté en cas de contrôle URSSAF. Puis, si vous avez des questions un peu plus précises, évidemment, n'hésitez pas à les poser, puis on y répondra avec plaisir. Voilà. Alors, sur ce défi de la paye 2022, on a fait le choix. Ah, ça marche pas. Je suis trop loin, peut-être, c'est possible ou pas? Non, ça c'est allumé. Oui, c'est pas grave. Oui. D'accord, ça marche. Donc pour cette présentation, on est parti sur trois propositions. D'abord un focus sur le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, alors qui date de 2021. Ce n'est pas une nouveauté de cette année, mais qui ne cesse d'évoluer. Et encore sur l'année 2022, c'est l'occasion de revenir donc sur ce BOSS, ses différents impacts et les difficultés et les avantages qu'on peut trouver à le consulter pour les entreprises. On vous présentera aussi le nouveau moyen de contrôle préféré de l'URSSAF, sur lequel il faut vraiment porter un point de vigilance. Et donc, on fera un petit
exposer sur le sujet dans un second temps. Et puis enfin, pour terminer, les actualités paye avec donc les évolutions légales, notamment donc toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir autour des valeurs et de certains montants. Et puis, la paye, c'est aussi beaucoup de jurisprudence, des arrêts de la Cour de cassation qui viennent préciser pas mal de points. Et donc, on vous proposera, on a sélectionné 6 jurisprudences qu'on vous proposera en fin de présentation. Alors, sur le BOSS, qui va être un outil pour votre gestion au quotidien de la paye, le BOSS, c'est un site internet qui va rassembler l'ensemble de la réglementation et des commentaires de l'administration en matière de cotisation et de contribution de la sécurité sociale, dans une base qui est accessible, elle est gratuite et surtout, elle est opposable. Donc, les commentaires et la position de l'administration, elles vous seront opposables en cas de contrôle si certaines choses ne sont pas bien appliquées. Et on vous a fait une capture d'écran, donc comment le site c'est déroulant, on a pu faire qu'une petite capture d'écran, mais vous avez des actualités. Plus bas aussi, vous avez des actualités réglementaires avec les arrêtés, les décrets qui sont... c'est un site qui bouge beaucoup et qui est mis à jour régulièrement. Si on passe sur l'autre slide, petite précision, vous avez aussi une rubrique qui s'appelle circulaire abrogée, puisque l'ensemble des circulaires antérieures au 1er avril 2021, elles vont rester en vigueur jusqu'à ce que l'administration prenne position et vous avez une rubrique qui est dédiée aux circulaires qui sont abrogées et donc c'est mis à jour régulièrement. Sur les nouvelles rubriques, depuis décembre 2021, vous avez une nouvelle rubrique sur les exonérations de cotisations, aide à domicile et allègement des cotisations heures sup et heures complémentaires. À partir du 1er juillet 2022, protection sociale complémentaire. Et à partir du 1er août, vous aurez une nouvelle rubrique sur le calcul de l'effectif salarié. C'est une rubrique qui, pour l'instant, est encore ouverte pour toute... question, enfin, qui est, comment on appelle ça, Sonia, le terme, qui est ouverte à consultation publique, voilà, et vous pouvez faire toutes vos remarques. Et à partir du 1er août 2022, donc la rubrique, elle sera visible et elle pourrait être légèrement modifiée par rapport à ce qui existe déjà sur le site du BOSS. Peut-être juste une précision, Aliénor parlait de l'opposabilité du BOSS. Effectivement, le BOSS est opposable. Alors, on nous demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du coup, je vais pouvoir m'en prévaloir auprès des salariés, de l'URSSAF. En fait, l'opposabilité, elle est quand même limitée. Hein. Le BOSS n'a pas de valeur légale aussi importante que ne peut l'avoir la loi ou un décret ou un arrêté. Donc, en fait, le BOSS a la même valeur que le bulletin officiel des finances publiques. Hein. C'est d'ailleurs le pendant social du BOFIP. Le BOSS est opposable vis-à-vis des URSSAF, de l'administration. Ça veut dire que si le juge est saisi d'une contestation liée à une problématique qui serait posée dans le BOSS, le juge, lui, n'est pas tenu par les dispositions du BOSS. C'est important à relever parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines dispositions dans le BOSS qui étaient un peu en contradiction avec le Code de la sécurité sociale et en contradiction d'ailleurs avec des jurisprudences. Et donc, notamment concernant les forfaits jours réduits, plafond des forfaits jours réduits, la possibilité d'abattre le plafond pour les forfaits jours réduits. Pour la Cour de cassation et à la lecture du Code de la sécurité sociale, les forfaits jours réduits ne sont pas des salariés qui sont à temps partiel et donc le plafond ne devrait pas être abattu. Or, le BOSS dit exactement le contraire. Les forfaits jours réduits, certes, ne sont pas à temps partiel légal, mais on peut quand même prorater le plafond pour ce qui les concerne. Alors, c'est un exemple, hein, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il y ait un contentieux autour de ça, mais voilà, il faut garder en tête que le BOSS est opposable, certes, et c'est hyper important, il est opposable vis-à-vis des URSSAF, c'est très intéressant et avantageux pour les entreprises, mais ça présente quand même des limites. Et puis sur les 2 nouvelles rubriques, la protection sociale complémentaire, j'entendais un participant tout à l'heure qui proposait justement de la prévoyance, de la protection sociale complémentaire vis-à-vis de ses clients assurés. Sur la protection sociale complémentaire, donc le BOSS apporte quelques précisions. Alors, il reprend ce qui était déjà prévu dans la partie dédiée aux assiettes, à l'assiette générale. Il confirme que désormais, pour apprécier le régime social des contributions patronales qui viennent financer
un régime de protection sociale complémentaire, le plafond annuel de sécurité sociale qu'on doit retenir pour apprécier le régime social, ce n'est plus le plafond du salarié, comme c'était le cas jusqu'à 2021-2022, c'est le plafond annuel sans prorata, donc sans tenir compte de la situation particulière du salarié. On se rapproche un petit peu de la notion de plafond annuel qui est retenue pour la partie fiscale. Donc c'est voilà, c'est une précision qui est apportée. Et sur cette protection sociale complémentaire, le BOSS précise aussi que les abondements employeurs qui sont effectués par l'entreprise dans le cadre du PERECO, donc, qui est venu remplacer le PERCO, et dans le cadre du CET, sont assimilés à une contribution patronale de retraite supplémentaire pour apprécier aussi ce régime social et des contributions patronales. Donc, voilà, des petits points de précision. Sur les effectifs, donc, qui sont prévus là pour une entrée en vigueur au 1er août, alors aujourd'hui, le calcul de l'effectif, il a un peu moins pas d'importance, mais il est un peu moins stressant pour les entreprises, puisque c'est l'URSSAF qui transmet maintenant le calcul des effectifs aux sociétés. Mais il faut quand même relever que là encore, il y a des petites précisions qui sont apportées par le BOSS des nouveautés, puisqu'on trouve que la précision selon laquelle les forfaits jours réduits seront pris en compte dans leur quotité de travail au prorata de leur durée du travail, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Pour l'instant, les forfaits jours réduits pour le calcul de l'effectif, c'est un effectif de 1. Or, à partir du 1er août 2022, si le BOSS reste en l'état, ces forfaits jours seront pris en compte au prorata. Le BOSS crée aussi un calcul particulier de quotité de travail pour les salariés qui ont une activité en dents de scie, des périodes avec une forte activité, des périodes avec des activités un peu plus réduites, ce qui est le cas surtout pour les contrats intermittents, d'un salarié qui travaillerait uniquement 2 jours dans le mois, et puis le mois d'après, 4 heures sur une seule journée. Le BOSS précise que désormais, ces petits points particuliers, ces contrats intermittents seront aussi pris en compte dans leur quotité de travail de façon particulière. Alors pour le salarié qui travaille 4 jours sur un mois, ce sera un rapport 4 sur 22 jours. Et puis pour un salarié qui ne travaillerait que 2 heures sur le mois, ce serait 2 sur 151 heures 67. Donc c'est des vraies évolutions. Et enfin, sur cet effectif, pour terminer, parmi les nouveautés qu'on a pu identifier, une évolution aussi sur les salariés qui ne sont pas rémunérés selon un nombre d'heures, les pigistes notamment, où on a aussi l'introduction d'un calcul de quotité de travail pour ces salariés par rapport au SMIC, comme on le connaît actuellement pour la réduction Fillon et la réduction de l'EDOM. Et voilà, oui, ce qu'on pouvait dire sur le BOSS, du coup. Alors, sur le BOSS, il y a eu d'autres évolutions. Il y a des évolutions sans arrêt sur le BOSS. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller tous les jours ou toutes les semaines. Comme disait Aliénor, la page d'accueil, elle est très bien faite. Donc, on voit tout de suite les points d'actualité, les points d'évolution. Où est-ce qu'on les trouve? Voilà, ils sont vraiment mis en avant. Il faut y aller régulièrement parce que sinon, on passe à côté d'évolutions importantes. Et alors, on a vite fait de rater quelque chose de vraiment intéressant qui peut nous concerner. Excusez-moi, j'ai fait une petite digression, mais c'est bon. Oui, alors ce deuxième point, on voulait vraiment le mettre en avant ce matin. C'est un nouveau moyen de contrôle dont se sert de plus en plus l'URSSAF. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Voilà, alors, si c'est le cas, on est vraiment intéressé pour le savoir. L'URSSAF aujourd'hui, pour ses contrôles, se sert de plus en plus d'un fichier d'origine fiscale, qui est le fichier des écritures comptables. Ouais, vous en avez… J'ai fait de la j'étais dans la partie comptable. D'accord, donc ça vous parle, le fichier des écritures comptables. Donc le FEC, c'est un fichier informatique qui détaille en fait ligne par ligne l'ensemble des écritures comptables pour lesquelles donc un certain nombre de données sont extraites. Il y a 18 colonnes, entre 18 et 22 colonnes dans le FEC. Et il est construit, le FEC, pour les besoins d'un contrôle fiscal et désormais, on va le voir, social.
Donc, vous avez ici un extrait du FEC. Qu'est-ce qui est concerné par le fichier des écritures comptables, si tu peux passer sur la diapo d'après. Qu'est-ce qui est concerné? En fait, ce sont toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2014 qui font l'objet d'un contrôle fiscal et qui doivent remettre à l'administration fiscale leur comptabilité sous forme dématérialisée. C'est une obligation depuis 2014 pour les entreprises de mettre à disposition des contrôleurs fiscaux, le FEC. Voilà. Si le FEC n'est pas disponible au moment du contrôle URSSAF, c'est un défaut qui est sanctionné par une amende de 5 000 € à la charge de l'entreprise. Donc c'est un fichier que les entreprises tiennent à disposition du fait de cette pénalité. Et en fait, on s'est rendu compte que depuis quelques temps, depuis 1 an, quelques mois, l'URSSAF demande la communication de ce fichier en début de contrôle URSSAF. L'URSSAF, elle a 4-5 ans de retard par rapport à l'administration fiscale sur les moyens de contrôle. Le fiscal, il est bien installé sur tout ce qui est informatique, automatisation des données, demande de fichiers. Et l'URSSAF, maintenant, essaye de rattraper ce retard. Comment? En copiant tout simplement les moyens de contrôle dont bénéficie l'administration fiscale pour procéder elle aussi à ces contrôles. Et donc, le fichier d'écriture comptable, c'est une obligation pour les entreprises depuis le 1er janvier 2014. Il contient ce fichier un certain nombre d'informations sur les différentes dépenses qui sont faites par la société vis-à-vis des salariés. Parfait. L'URSSAF demande la transmission de ce fichier pour procéder, elle aussi, à ce contrôle et identifier un certain nombre de mots-clés. Alors, on appelle aussi ça des petits mots barbelés qui permettent de saisir comme ça un vocabulaire qui va l'interpeller. Alors, est-ce qu'on peut passer sur la diapo d'après? Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que, dans quel cadre est-ce que l'URSSAF s'est saisi du FEC dans ses contrôles? Cette prise en compte du FEC, elle s'inscrit dans les objectifs qui ont été prévus dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion qui a été signée entre l'État et l'ACOS pour les objectifs 2018-2022. Dans cette COG, l'URSSAF Caisse nationale, donc l'ACOS et l'État se sont mis d'accord pour mettre à disposition des outils sur l'audit des systèmes d'information des entreprises pour rendre le contrôle social, le contrôle de sécurité sociale plus efficace. Et donc, comme en matière fiscale, comme le fait l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal, l'URSSAF, elle, la CGSS, va utiliser le FEC pour donc effectuer des rapprochements entre les différentes lignes qui sont présentes dans le FEC et les déclarations qui ont été émises par la société, déclarations présentes dans la DSN, pour identifier les sujets à risque qui n'apparaissent pas nécessairement sur les bulletins de salaire et ou dans les DSN. On pense par exemple aux frais professionnels qui parfois sont un peu mis de côté parce que non soumis, non imposables. Donc pourquoi les inscrire dans le bulletin de paye et puis pourquoi les déclarer? Par contre, ils sont présents dans le FEC. Donc on a des petits rapprochements comme ça qui sont intéressants. Et puis l'URSSAF aussi, grâce à ce FEC, va pouvoir orienter ses axes de contrôle et cibler ses demandes sur les masses financières les plus conséquentes. Elle va identifier différents mots-clés, elle va peut-être voir qu'il y en a beaucoup sur un sujet en particulier, et donc elle va s'engouffrer dans cet axe de contrôle parce qu'elle aura identifié un vrai sujet au sein de la société sur ce moyen de contrôle. Donc parmi les principaux motifs de régularisation, vous avez évidemment, c'est un peu beaucoup l'objet des contrôles URSSAF, même si ce ne sont pas les seuls, mais les rémunérations qui ont été versées aux salariés qui n'ont pas été soumises à cotisation. Donc les gratifications, les frais professionnels qui ne sont pas justifiés, les indemnités qui sont versées aux salariés, etc.
Alors, pourquoi est-ce qu'on vous en parle du FEC? Parce que, évidemment, c'est un vrai sujet dans le cadre des contrôles URSSAF, hein. Donc, paye. Mais en fait, on se rend compte que au sein des entreprises, le FEC n'est pas un outil qui est connu, maîtrisé par les services RH. Voilà, c'est surtout un outil de comptabilité, hein, vous l'avez dit vous-même, et d'ailleurs vous le maîtrisez surtout parce que vous avez été dans un service de comptabilité. Et en fait, au sein des services RH, on n'a pas vraiment conscience de ces changements digitaux et de l'importance que le FEC, que cet outil de comptabilité peut avoir en cas de contrôle URSSAF. Donc, c'est un outil qui est actuellement entre les mains des services financiers de l'entreprise qui savent qu'éventuellement, oui, il peut y avoir un risque en cas de contrôle fiscal, mais bon, qu'au niveau social, ils n'ont pas idée du risque qu'il pourrait y avoir et de la façon dont l'URSSAF pourrait s'en saisir. Et donc, c'est un petit point d'alerte ce matin pour vous inviter à vous saisir de cet outil pour pouvoir avoir une connaissance aussi de la volumétrie des données qui peuvent transiter dans le FEC. Alors, s'en saisir, ça ne veut pas dire contrôler ce que fait la comptabilité et forcément le faire, renseigner ce FEC avec eux, mais c'est éventuellement vérifier au moment où surtout sont envoyés les éléments au service comptable, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont fait les payes, soit ils ont le même logiciel, clairement, et à ce moment-là, quand ils ont le même logiciel, la compta récupère directement les éléments via ce logiciel, soit c'est la paye, le service paye qui transmet un fichier d'écriture sociale. Et c'est à ce moment-là, normalement, qu'ils doivent s'assurer de la bonne cohérence des écritures. Alors, donc, par contre, je vous rejoins, pour ayant été dans les deux camps, il n'y a pas du tout la paye, c'est une chose, et c'est ce que vous dites, il y a plein de choses qui ne sont pas dans les... Et jusqu'à maintenant, quand il y avait des contrôles URSSAF, ils nous demandaient éventuellement des extraits de comptabilité, notamment pour tout ce qui est frais professionnels et frais de représentation. Et là-dessus, il y a déjà souvent, c'est des points, effectivement, on sent bien qu'ils vont aller chercher ce qui est un petit peu à côté de la paye. Et les écritures comptables ne vont pas refléter ça. Et ce qui va les intéresser, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment d'aller regarder les cadeaux, les comptes 623, c'est formation, mais tous les comptes qui sont dans les relations publiques, dans les restaurants, dans tout ce qui est enregistré en termes de mission, réception, frais de mission et de réception, en comptabilité. Et c'est là-dessus qu'ils vont aller chercher. En plus de, évidemment, leur traitement, parce que ce qui est dans la paye, c'est dans la paye, c'est dans la DSN, ça ressort. Les frais non justifiés. Mais tous les frais qui sont à côté, en fait, et qui passent pas par la paye. Et c'est vrai que c'est une vraie mine d'informations pour eux s'ils récupèrent tout le FEC, en fait. Ils récupèrent tout. Après, s'ils récupèrent tout le FEC, ils ont toute la vie de l'entreprise. De l'investissement à son, j'allais dire, sa vie capitalistique, éventuellement, ses participations, ou ses notes de frais, tout ça. Ils récupèrent tout, c'est ce qui va les intéresser. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir la partie des comptes de bilan, par exemple? Voilà. Effectivement. Après, c'est un point qui ne les intéresse pas nécessairement. Après, ils prennent le fichier, ils le mettent dans leur truc, et puis ça fait des sondages. Et une fois que ça fait des sondages, ça ressort des alertes, et puis depuis, ils contrôlent en fonction de leur alerte. C'est vraiment... Alors ça, alors je ne sais pas si l'URSSAF a réussi à mettre en place ça encore. Ils n'ont pas encore réussi, mais c'est leur but. Mais évidemment, c'est leur but. C'est ça. Et ce qui est drôle, non, c'est pas drôle, mais le département fiscal me montrait un FEC en exemple, et parfois il y a des intitulés qui sont, c'est pas possible, quoi. On a champagne, cadeau, alors cadeau oui, voyage, montre, je veux dire, il y a parfois le fait qui est tellement précis qu'on a envie de dire non mais, il faut juste faire attention à ce qu'on écrit pour pas alerter comme ça. C'est un point d'entrée qui est génial parce qu'effectivement il y a toute la vie de l'entreprise dedans. Donc ça va être une stratégie qui va être complètement différente en concernant les... Exactement, oui. Ah oui, c'est ça. L'objectif, c'est plus d'être noyé sous des documents, des bulletins de paye, c'est vraiment de cibler le contrôle et donc de gagner du temps sur les habitudes de l'entreprise. C'est bon, merci.
Ouais, donc, alors, effectivement, du coup, l'idée, c'est de, finalement, oui, Audrey le disait, il y a ce système d'extraction, de transmission du service paye, voilà, des différentes données vers la comptabilité, de toute façon, mois par mois. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est aussi de faire une extraction, peut-être tous les mois, tous les trimestres. Alors, on a tous beaucoup de choses à faire, donc c'est compliqué, mais de générer un FEC finalement après chaque clôture, éventuellement mensuelle ou annuelle, de façon à déjà voir ce qui est passé sur le mois, éventuellement identifier des mots, justement, des mots-clés qui seraient un peu susceptibles d'attirer l'attention. Éventuellement, alors donc ça c'est en guise d'anticipation, déjà pour se familiariser avec l'outil, parce qu'au moment où le contrôle arrive, que le FEC est demandé, au moins savoir ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Ensuite, au moins au moment où un événement intervient, un arrêté fiscal, une restructuration, un changement de DRH, par sécurisation, faire analyser le FEC pour peut-être remettre les choses à plat et aller vers quelque chose de plus optimal et de plus sécurisé. Et puis, en guise de préparation, du coup beaucoup plus en aval, mais encore à un stade qui est intéressant, lorsque on reçoit l'avis de contrôle URSSAF avec la demande de transmission du FEC, faire analyser ou analyser soi-même, ça peut être fait évidemment par la société elle-même, avant le démarrage du contrôle URSSAF. Ça permettra aussi de voir si éventuellement on risque d'avoir des points de difficulté et comment on peut essayer pas de les contourner, mais de les gérer. Ce n'est pas parce qu'on a un point de difficulté sur le FEC qu'on est une société qui fait mal les choses. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on va avoir peut-être un inspecteur URSSAF qui va se focaliser sur un point et qui va dire « Attendez, vous avez acheté du champagne là, mais en fait, c'est quoi? C'est pour qui? Est-ce que vous avez la facture? Expliquez-moi. Là, vous avez fait un séminaire à la montagne, mais attendez, c'était avec qui? Pourquoi? Est-ce que vous avez les programmes? Est-ce que vous avez fait vraiment un travail au sein de ce séminaire? Est-ce que c'était vraiment un séminaire ou un petit voyage entre salariés, quoi. Donc voilà, c'est aussi un moyen d'anticiper et de préparer son contrôle. Oui, merci. Alors, donc, je vous le disais, ce travail d'analyse et de préparation, il peut être mené par la société. Et quand une société reçoit son avis, un avis de contrôle, un avis de passage de la part de l'inspecteur URSSAF, très souvent, c'est un travail qui est mené en interne et qui est pris en charge par la société. Il arrive aussi que la société, au moment de l'envoi de cet avis de contrôle ou en amont, sollicite un cabinet de conseil ou d'avocat pour l'accompagner justement dans ce processus. Et cette analyse et cette cette observation du FEC, c'est un processus qu'on peut aussi vous proposer chez FIDAL. Voilà. C'est pas le département paye qui s'en occupe, parce que le FEC, c'est avant tout un outil fiscal. Donc, évidemment que ça nous intéresse, parce qu'après, on peut s'en saisir pour orienter au niveau du conseil les différents choix et les options qui sont à la disposition de la société, mais c'est avant tout un outil fiscal. Et donc, on a dans le département fiscal un service qui est dédié à ça, qui a justement mis en place une application qui permet à partir de la fourniture du FEC, de réaliser des tests de conformité, des tests d'analyse comptable, et puis qui ensuite transmet un rapport à la société avec une éventuelle identification des différents points qui auront été identifiés. Donc, c'est notamment un rapport qui va mettre en lumière des mots-clés, des mots barbelés qui auront été inscrits dans le FEC, entre autres. Voilà, donc voilà, c'était un petit point, une petite parenthèse pour vous proposer aussi, pour vous faire part de cette application qu'on propose, donc le FEC by FIDAL, à destination des sociétés qui seraient intéressées.
Alors, le dernier point de la présentation concerne les actualités paye et les évolutions récentes légales et jurisprudentielles. Sur les évolutions légales, donc on vous a rappelé les valeurs 2022 qui existaient déjà pour le SMIC. Donc, nouvelle valeur 2022, donc le SMIC 10,85 de l'heure, le minimum garanti et le plafond de sécurité sociale, des chiffres que sûrement vous connaissez, que vous maîtrisez au quotidien. Juste, pardon, excuse-moi, juste sur le SMIC qui a évolué depuis le 1er mai 2022. Alors, spontanément. Après, ça dépend des problématiques qu'on a dans cette société. Hein. On a tous des points d'alerte différents selon les problèmes qu'on a. On peut penser à la rémunération minimale. Quand on a des salariés qui sont payés au niveau du SMIC, on se dit tout ça, il faut surtout que je pense à ça au niveau de la rémunération. Il y en a d'autres qui pensent tout de suite à la réduction générale ou les exonérations LODEOM parce que du coup, ça impacte aussi le calcul de ces exonérations. Réduction des cotisations patronales maladie ou famille. Hein, voilà, donc ça, c'est les réductions. Il faut aussi penser aux autres impacts que ça peut avoir, notamment sur le calcul des IJSS maladie. Pour le calcul des IJSS, le montant maximum des IJSS est calculé par rapport au SMIC. Donc, ça veut dire que cette valeur maximum, elle a aussi augmenté depuis le 1er mai. Ça impacte potentiellement le niveau du maintien de salaire depuis le 1er mai. Et puis, il y a aussi un impact au niveau fiscal, puisque le SMIC, c'est une valeur qui est utilisée pour les CDD très courts, pour lesquels l'employeur n'a pas de taux passe individualisé, donc il va devoir utiliser un taux neutre. Et dans cette hypothèse, l'assiette du pass qui est utilisé pour les CDD très courts, c'est une assiette abattue qui est déterminée par rapport au SMIC net. Et récemment, à la fin du mois de mai, l'administration fiscale a remis à jour justement l'assiette de ce pass pour tenir compte de cette évolution du SMIC. Donc voilà, il y a vraiment, autour du SMIC, c'est vraiment une évolution importante parce que ça impacte vraiment beaucoup de points paye. Le plafond de la sécurité sociale qui ne bouge pas depuis. Voilà. Ça, c'est lié aux évolutions du SMIC. Oui. Quand même... ça, alors, effectivement, le plafond de sécurité sociale, c'est lié à la situation. Les deux sont liés d'ailleurs. La crise sanitaire fait que le fait de ne pas faire évoluer le plafond de sécurité sociale, ça évite d'augmenter les cotisations. Donc, c'est mieux pour les entreprises. Pas forcément pour les salariés, parce que ça veut dire aussi qu'ils ont pas plus de droits. Une manière de lutter contre. Et donc, ça veut dire aussi que les cotisations vieillesse de base n'évoluent plus depuis 2 ans. Donc, c'est quand même, voilà. Après, à court terme, c'est très bien. Et effectivement, c'est un vrai outil contre l'inflation. Le SMIC, oui. L'importance que ça peut avoir aussi pour les salariés directs. Est-ce qu'il évoluera en 2023 on pouvait le penser en début d'année, avec la situation actuelle, c'est incertain. Un petit point sur le bulletin de salaire, les bulletins de paie, il y a une nouvelle présentation à compter du 1er janvier 2022, qui a été initiée par arrêté de décembre 2021, qui est venu modifier la liste des informations qui doivent figurer sur les bulletins de salaire. Il n'y a aucune grande nouveauté, c'est essentiellement un toilettage, une mise en conformité des pratiques qui existaient déjà en matière de paye. Ce qu'on peut noter peut-être, c'est les 2 nouvelles mentions dans la rubrique impôt sur le revenu, à savoir le montant net imposable qui devient obligatoire et qui était uniquement facultatif auparavant, avec le net imposable mensuel et le cumul annuel, et le montant net des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d'impôts. Et ensuite, il y a eu divers ajustements, dont le contenu de la mention impôt sur le revenu prélevé à la source a été explicité par l'arrêté. Et donc, pour le revenu à la source, doivent apparaître l'assiette, le taux, le montant et le cumul annuel. Et ensuite, il y a eu des modifications sur les intitulés de diverses rubriques qui sont précisées sur la diapo, mais pas de grande nouveauté sur le bulletin de paye 2022. Voilà, un toilettage principalement. Alors, sur les autres nouveautés 2022, on parlait du contrôle URSSAF tout à l'heure, une évolution dans le contenu de la charte du cotisant contrôlé.
qui a été prévu donc, par un arrêté là, de avril, publié en mai 2022, publié en avril 2022. Donc c'est une actualisation qui concerne principalement 2 points. D'abord, la charte du cotisant contrôlé, hein, c'est là. Si vous êtes familier avec cette charte, c'est une charte qui détaille et qui explique aux cotisants les droits et obligations qu'il a en cas de contrôle URSSAF, et puis tout le détail de la procédure depuis l'envoi de l'avis de contrôle jusqu'à éventuellement la saisine du tribunal judiciaire. Donc ça va vraiment détailler point par point toutes les étapes de la procédure et de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. La charte du cotisant contrôlé, c'est comme le BOSS, elle est opposable à l'URSSAF et à l'inspecteur, mais elle n'est pas opposable au juge. Donc voilà, il n'y a jamais eu de contentieux, en tout cas à ma connaissance, sur le sujet. Donc bon, tant que c'est opposable aux inspecteurs URSSAF, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, je n'ai pas connaissance d'un arrêt qui ait remis en cause le contenu de la charte du cotisant contrôlé. Donc, il y a 2 points d'évolution hein, principalement. Le premier point d'évolution concerne le contrôle sur support dématérialisé qui était déjà prévu donc avant cette actualisation. Simplement, ce qui évolue, c'est les modalités de ce contrôle sur support dématérialisé, puisque donc selon les nouvelles dispositions de cette charte, les opérations de contrôle qui sont opérées par l'inspecteur URSSAF sur des documents ou des données dématérialisées, non papier, pourront être directement réalisées sur le matériel professionnel de l'inspecteur URSSAF, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Hein, jusqu'à présent, ce contrôle sur support dématérialisé, il pouvait être opéré uniquement à l'aide, en étant accompagné d'un utilisateur de la société, donc sur les appareils de la société, ce qui pouvait être problématique et difficile à mettre en place. Et donc voilà, le premier point d'évolution, c'est cette procédure plus souple de contrôle sur support dématérialisé. On est là encore, hein, toujours dans ce processus de simplification, de souplesse, pour lequel l'URSSAF voilà, met du temps, mais qui vient. Le deuxième point, qui est peut-être particulièrement intéressant pour les sociétés, c'est le délai de remboursement qui est prévu, puisque en cas de crédit, suite à un contrôle URSSAF, quand l'inspecteur URSSAF a conclu, suite à son contrôle, à un crédit de cotisation, hein, donc pas de montant redressé, simplement un crédit. Le Code de la sécurité sociale prévoit un délai de 4 mois pour que l'URSSAF ou la CGSS rembourse le montant de ce crédit aux sociétés. 4 mois, c'est un délai qui est assez long. La charte du cotisant l'avait reporté à 2 mois, ce délai. Il était de 2 mois. Dans la charte du cotisant contrôlé. Et il est passé là, avec cette actualisation, à 1 mois. Donc, on est maintenant sur un délai d'1 mois. L'URSSAF a un délai d'1 mois pour rembourser des sommes qui seraient dues à l'issue du contrôle aux cotisants. La deuxième nouveauté, c'est une nouveauté dont on parle depuis longtemps. Hein. Le bonus-malus sur la contribution d'assurance chômage, on en parle depuis 2018. C'est bien parce que, en fait, comme c'est très étalé dans le temps, maintenant ça passe presque inaperçu. Donc 2018, ce bonus-malus a été intégré aussi dans la convention d'assurance chômage. L'objet du bonus-malus, c'est quoi? C'est de cibler les secteurs d'activité dans lesquels les entreprises ont un taux de séparation particulièrement élevé, donc de cibler les activités dans lesquelles il y a énormément de ruptures de contrat de travail au regard de l'effectif de la société. Alors, la restauration, c'est effectivement
typiquement un secteur d'activité qui était ciblé d'ailleurs, mais pas que. Il y en a 7 qui ont été identifiés. Transport aussi. Et donc l'idée, voilà, c'est d'identifier ces secteurs et pour les entreprises de ces secteurs, récompenser les sociétés, les entreprises qui ont un taux de séparation plus bas que le taux moyen dans le secteur d'activité, donc qui ont un faible recours aux ruptures de contrat de travail par rapport à ce qui s'observe dans le secteur, en les récompensant. Comment ? En leur appliquant un taux de cotisation patronale d'assurance chômage inférieur au taux légal. Alors, à contrario, les entreprises qui sont moins vertueuses, alors, ça fait monter au créneau les entreprises concernées. Au départ, c'est pas nous qui provoquons. Voilà. Donc, les entreprises moins vertueuses, elles sont pénalisées par un malus, donc un taux de cotisation patronale d'assurance chômage qui sera plus élevé. Alors, le taux de droit commun, il est à 4,05%. Et en fait, le bonus-malus conduit à créer un écart qui peut aller de, alors pour le bonus, à 3%. Les entreprises les plus vertueuses auront droit à une réduction du taux de cotisation patronale d'assurance chômage de façon à ce que ce taux aboutisse à 3%. Et les entreprises qui ont un taux de séparation extrêmement élevé pourront avoir un taux qui ira jusqu'à 5,05%. Donc ce bonus-malus, il devait entrer en vigueur en 2020. C'est des périodes d'application qui ne sont pas alignées sur l'année civile. C'est aussi un peu perturbant, mais le principe, c'est que l'administration communique à l'entreprise le taux de contribution d'assurance chômage qu'elle doit appliquer pour ses salariés. Et donc ce taux est transmis pour entrer en vigueur au 1er mars de l'année N pour s'arrêter donc l'année d'après au 28 ou au 29 février de l'année N+1. On est vraiment sur un taux qui est à cheval sur 2 années civiles avec les éventuelles problématiques que ça peut présenter pour le calcul de la réduction générale ou le calcul de l'exonération de l'ODEOM. La valeur T évolue, voilà, on va bosser comme ça. Et ça n'a pas changé. D'ailleurs, ça n'est toujours pas entré en vigueur du fait des problématiques qu'on a rencontrées depuis 2020. Là, ce qui est prévu par le gouvernement, c'est de mettre en place ce dispositif là, à la rentrée. Et pour ce faire, un guide du déclarant a été publié sur le site de l'URSSAF qui vient justement remettre à plat, réexpliquer aux entreprises en quoi exactement consistera ce bonus-malus, comment le déclarer, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la transmission des informations et quelles sont les différentes étapes qui sont prévues pour la mise en place de ce dispositif. Alors normalement, le bonus-malus, il est mis en place, donc je le disais, du 1er mars de l'année N au 28 ou 29 février de l'année N+1. Bon, là, on est déjà en juin. Donc, ça doit être entré en vigueur au 1er juillet de l'année dernière et jusqu'à juillet cette année. C'est possible que ça a été décalé encore, oui. Parce qu'on avait, normalement, on était normalement dans la période encore justement de récolte des informations pour aboutir au calcul de ces fameux taux de départ définitifs au 30 juin pour une application. Alors, c'est le 1er juillet. Première application. Oui. C'est l'application de ce nouveau bonus-malus que donc on va connaître à la rentrée et qui aura été calculé sur l'année précédente. Exactement. Oui, c'est ça. Du coup, vous avez reçu une information l'année dernière là-dessus ? Il y avait une information. Pas directement. Pas directement, mais dans le cadre de la veille habituelle qu'on peut faire. Et j'avais déjà prévenu tout le monde au niveau des exploitations, mais bon, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Non, effectivement. Oui. On peut essayer de travailler sur certaines choses. On va un peu subir après. On mettra peut-être des plans d'action, on verra, mais. C'est sûr. Donc là, l'entrée en vigueur est prévue pour donc une première application du 1er septembre. Alors, en réalité, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. C'est ce qui est officiellement prévu. Donc, une année. 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Sur la diapo, on a écrit 31 octobre 2022. Pourquoi? Parce que la convention d'assurance chômage, elle arrive à expiration au 1er novembre 2022. C'est elle qui prévoit le bonus-malus. Donc, s'il n'y a pas de nouveau décret qui vient reporter l'application de ce dispositif, pour l'instant, il s'éteint au 31 octobre 2022, ce dispositif. Voilà. Faut guetter ça, guetter ce texte qui va venir reporter l'application de ce dispositif, le prolonger, pas le reporter, mais le prolonger, pour que voilà, il puisse vraiment être mis en application et mis en vigueur selon les souhaits du gouvernement. Si tout se passe bien, il devrait donc avoir une première période d'application du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, puis ensuite du 1er septembre 2023 au 28 ou 29 février 2024, je ne sais même plus où on sera au niveau du nombre de jours au mois de février, et donc de façon à pouvoir repartir sur une période telle qu'elle est prévue par les textes, 1er mars, 28-29 février de l'année suivante. En principe, donc les secteurs d'activité ont été identifiés, il y en a 7, je disais tout à l'heure. Je les avais quelque part, je ne sais plus où. Il y a 7 secteurs d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que justement pour les secteurs qui sont un peu tendus et surtout par rapport à la crise sanitaire, il y a quelques secteurs d'activité qui ont été exonérés, exemptés de ce bonus-malus pour cette première période. C'est le cas de la restauration, justement. Pour le 1er septembre, la restauration ne sera pas concernée par ce bonus-malus. Et c'est le cas aussi des transports et entreposages. Voilà, donc plusieurs secteurs d'activité comme ça qui sont ciblés, clairement. Ils ont un taux de séparation extrêmement élevé. Mais pour cette première période d'application, les secteurs sont exclus parce qu'ils ont juste besoin d'un peu de temps pour se remettre un peu, se refaire une santé. Les entreprises qui sont concernées, normalement, en ont été informées au 1er juillet de l'année dernière. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez reçu une information. En principe, l'URSSAF ou la CGSS les a prévenus. Votre taux de séparation, vous faites partie du secteur d'activité ciblé, votre taux de séparation est très élevé. Voilà. Sachez que à partir de l'année prochaine, on va s'intéresser à vous et peut-être que vous aurez un bonus ou un malus. Ça, c'est une première information qui a été fournie en juillet 2021 et il devrait y avoir une seconde information au mois d'août pour informer les entreprises concernées de leur taux de bonus ou malus qu'elles devront appliquer à partir de la période d'emploi de septembre 2022. Deux étapes au niveau de l'information. Il y en a une première qui a été donnée au 1er juillet 2021, puis une seconde qui arrivera en août 2022. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point d'actualité, c'est un point qui a été communiqué sur le site Amélie en avril 2022, en avance de phase, si ça se dit encore. C'est donc le site Amélie qui annonce la création d'un CERFA unique. C'est prévu par la loi de financement de la sécurité sociale. Pas encore officiellement entré en vigueur, mais le site Amélie l'annonce. Ce CERFA unique, il va être mis en place. Donc, les arrêts de travail qui sont établis par le médecin seront établis sur un CERFA au format unique, quel que soit l'arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, c'était déjà le cas, mais surtout accident du travail. Cette fois-ci, à partir de l'entrée en vigueur de ce CERFA, on aura vraiment un seul et unique CERFA pour établir l'arrêt de travail. Quel impact est-ce que ça a pour les entreprises? Ça veut dire que les entreprises, quand elles vont recevoir un arrêt de travail de la part de leurs salariés, cet arrêt de travail, ce CERFA, en fait, il sera vraiment unique. On ne pourra plus identifier la nature de l'arrêt en fonction du format de l'arrêt de travail. Le CERFA sera vraiment au format unique et c'est le contenu du CERFA qui permettra à l'entreprise de savoir exactement le type d'arrêt qui est concerné. Est-ce que c'est un arrêt AT-MP? Est-ce que c'est un arrêt maladie ou autre? Sachant que ce CERFA comprend de nouvelles mentions, des mentions supplémentaires
avec notamment la création de la possibilité de prendre le congé de deuil pour enfants décédés qui n'était pas encore prévu dans les CERFA. Donc là, ce CERFA contiendra cette nouvelle mention. Et puis, dans le CERFA, le médecin aura aussi la possibilité d'indiquer les activités que le salarié peut encore pratiquer tout en étant absent. Ce qu'il ne peut pas encore faire, donc détailler les activités qu'il peut faire, celles qu'il ne peut pas faire. Et pour les salariés qui sont à employeurs multiples, pareil, les activités qu'il peut continuer à opérer ou pas. On n'a pas de date sur la fusion de ces formulaires, parce que c'est juste une annonce de la part d'Amélie. Après, il faut que ce CERFA soit mis en place et proposé via les voies officielles. Donc, on attend encore l'entrée en vigueur de ce CERFA de façon officielle. Ce qui voudrait dire, là, par rapport, moi, je n'avais pas noté la mention là, des activités que le salarié pourrait continuer à faire, dans le cas pas forcément d'un employeur multiple, mais du coup, un gars de terrain qui, j'en sais rien, se fait une entorse, je ne sais quoi, fait qu'il ne peut plus conduire, est-ce qu'on pourrait, du coup, par exemple, proposer un poste dit aménagé, type, voilà, il va travailler sur PC, et est-ce que dans ce cas, le salarié pourrait refuser, sachant qu'il y aura écrit qu'il peut travailler Alors, en tout cas, oui, c'est une possibilité. La possibilité, elle est là. Après, est-ce que le salarié aura la possibilité de refuser et quelles seraient les conséquences de ce refus? C'est pas encore très clair. Là, on ne peut pas le dire. Actuellement, si le médecin précise ce qu'il peut continuer à faire et que nous, c'est quelque chose dont on fait partie de ça. On pourrait supposer qu'effectivement, dans la mesure où, oui, si c'est fouler la cheville, mais qu'il peut toujours… on pourrait supposer à venir que ce serait l'idée. Après, est-ce que les médecins l'écriront? Oui, non, mais bien sûr. Et qu'est-ce qui se passera? C'est une bonne question. Et c'est pas, effectivement, mais c'est une question qui se pose. Tout à fait. C'est une des… De toute façon, si jamais ils le font, c'est que ça aura forcément une conséquence. Sinon, ils ne commenceraient pas à écrire des activités. Oui, c'est sûr. Ils ne commenceraient pas à écrire des activités si ce n'était pas pour… Et c'est pour ça qu'on se demande aussi jusqu'à quel point les médecins vont écrire quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Oui, bon, ce n'est pas l'objectif de la loi derrière. Non, pas spécial. L'objectif, c'est surtout de simplifier les différentes formalités administratives à établir de la part des médecins. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça va être particulier d'avoir un arrêt de travail qui vous autorise quand même à travailler. Après, parce que ce n'est pas un médecin du travail. Là, dans ton cas, c'est un arrêt de travail d'un médecin généraliste. Oui. À mon sens, il n'y a que le médecin du travail qui peut prévoir des adaptations au poste qui seraient auxquelles le salarié ne pourrait pas, refuser si l'employeur est à même d'en proposer des adaptations parce que conformes aux prescriptions. Seul connaît l'entreprise, le poste, il a peut-être fait la fiche de poste, il a peut-être fait la fiche de l'entreprise et il connaît l'activité. Et là, si il n'y a pas de refus, c'est de l'inaptitude. Parce que sinon, ça reviendrait à mettre en place des arrêts de travail partiels. C'est ça, en fait. Oui, non, mais peut-être peut-être qu'on y vient. Ce sont des médecins généralistes. Ça me semble bizarre, ouais. Parce que ça voudrait dire que le médecin met en place un arrêt de travail partiel en disant bon ben voilà, vous êtes malade, mais vous ne pouvez pas faire de la peinture. L'arrêt de travail, il a surtout pour objet d'informer la CPAM qu'il va y avoir un versement d'IJSS. Or, si le salarié continue à travailler, il n'y a pas de plus de… non, mais du coup, l'employeur ne déclarait pas l'arrêt. Oui, il le déclarait, mais au prorata du travail temporaire. Ça devient vraiment… Un mi-temps thérapeutique. Ça devient mi-temps. Non, c'est des… Et ça pose question parce qu'effectivement, du coup, ça soulève vraiment des interrogations pour la suite. Et puis ça risque de créer un conflit. C'est bon, merci. On termine avec une série de petites jurisprudences
qu'on a sélectionnées pour vous. Alors, il y en a d'autres, hein, comme toujours. Mais celle-ci, voilà, elle nous semblait peut-être le plus intéressant. C'est pas grave. Donc le premier, on revient toujours au contrôle URSSAF, mais c'est vraiment voilà, c'est un vrai sujet de questionnement pour les entreprises. Donc ça permet aussi de garder le fil conducteur. Cet arrêt donc de février 2022, il s'inscrit un peu dans une jurisprudence constante sur le sujet d'ailleurs, qui nous convient pas, hein, qui convient pas aux cabinets d'avocats qui sont amenés à accompagner les entreprises sur le sujet. Mais le fait est que la Cour de cassation, elle maintient vraiment sa position. Donc c'est important ce matin de bien garder cette position des juges en tête. Le principe ici, il part du fait que quand il y a un contrôle URSSAF, donc l'inspecteur URSSAF va transmettre à l'issue du contrôle, donc à l'issue de toute la transmission des lettres d'observation, etc., une mise en demeure dans laquelle il va donc informer la société des montants redressés et éventuellement des pénalités et majorations qui sont dues. Si le cotisant souhaite contester cette mise en demeure et donc le montant redressé, dans un premier temps, il doit saisir la commission de recours amiable. C'est une étape obligatoire. Ici, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, il y avait eu une mise en demeure. La société a effectivement saisi l'ACRA. Elle a contesté, la société, dans cette saisine, elle a contesté quelques chefs de redressement, pas tous, uniquement certains. Donc, elle avait contesté certains points redressés par l'inspecteur URSSAF. Puis, il y en avait un qu'elle n'avait pas contesté, qui concernait le versement mobilité. Donc, l'ACRA a rejeté les demandes. Ça a été porté devant le tribunal judiciaire, puis en cour d'appel. Et en fait, devant la cour d'appel, le cotisant, la société, a avancé des contestations sur un nouveau chef de redressement, le versement mobilité, qui n'avait jamais été contesté devant l'ACRA, devant la commission de recours amiable. Donc, elle a avancé cette première contestation de ce chef de redressement auprès de la Cour d'appel. Et la Cour de cassation a considéré ici que pour pouvoir contester un redressement devant les juges, tribunal judiciaire, Cour d'appel, l'employeur avait l'obligation de contester ce chef de redressement dans un premier temps devant la commission de recours amiable. Il n'est pas possible de contester un chef de redressement pour la première fois devant le juge judiciaire. Il faut que la commission de recours amiable en ait été saisie au préalable. Alors après, le contenu de la saisine en tant que telle n'a pas d'importance. C'est-à-dire que l'employeur qui conteste un chef de redressement peut le contester de la façon qu'il le souhaite. Ça peut être vraiment une phrase qui n'a rien à voir avec l'exposé qui sera détaillé plus tard. Hein. Ça peut être un contenu complètement différent, mais il faut que le chef de redressement soit contesté en premier lieu devant la commission de recours amiable pour qu'ensuite il puisse continuer à le contester devant le tribunal judiciaire. C'est quelque chose qui ne nous satisfait pas. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est absolument pas prévu par les textes. Hein. Il n'y a rien qui oblige l'employeur à contester un chef de redressement d'abord devant l'ACRA avant de le contester devant le tribunal, devant les juges. Puis parce que la commission de recours amiable, ce n'est pas une formation judiciaire. On est encore en phase de relation avec l'URSSAF, en phase amiable. Et donc, c'est une décision qui est contestable et qu'on peut ne pas apprécier, mais du coup, c'est l'occasion d'éviter d'avoir à la contester encore quand on fait l'objet d'un contrôle URSSAF. Le mieux, c'est de contester tous les chefs de redressement devant la commission de recours amiable. Et puis après, on a le temps de réfléchir en phase judiciaire et contentieuse, vraiment de ce qu'on pourra dire par la suite. Le deuxième arrêt qu'on a sélectionné concerne justement le contenu du BOSS, du bulletin officiel de la sécurité sociale dont on a parlé tout à l'heure. La question qui s'est posée au Conseil d'État, donc c'est une décision administrative en mars dernier, c'est celle de savoir si le bulletin officiel de la sécurité sociale pouvait faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir auprès de l'administration, enfin auprès du tribunal administratif. Est-ce que les dispositions du BOSS peuvent être contestées devant le tribunal administratif? Et en l'occurrence, ce qui était contesté, parce que donc il y avait cette question qui était posée en amont, mais derrière, il y avait une vraie question de fond qui concernait les frais professionnels. Il y avait une contestation qui était soulevée par les parties sur une disposition du BOSS concernant les frais professionnels. Et le Conseil d'État répond oui. Oui, la position du BOSS, elle peut effectivement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la même question s'était posée, alors est-ce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, sur les instructions qui avaient été émises par le ministère du Travail au moment du Covid, sur le protocole des entreprises, comment garantir la santé des salariés d'entreprise. Donc, il y a toute une série d'instructions. Et là, la question a été posée aussi au Conseil d'État. Est-ce qu'on peut les contester, ces positions, ou c'est quoi? C'était des recommandations. Et donc là, c'est un peu le même principe. Voilà. Est-ce qu'on peut contester la position du BOSS? Bah oui. Bon, après, la décision, elle s'arrête là, parce qu'en réalité, le Conseil d'État dit oui, vous pouvez contester les positions du BOSS, mais en l'occurrence, au cas d'espèce, sur votre question de fond, bah non. Là, les frais professionnels, il n'y a pas de sujet. On rejette votre demande parce qu'il n'y a pas de problématique dans la position du BOSS sur ce sujet-là. Et puis, le dernier arrêt, avant que je passe la parole à Aliénor, c'est donc une décision qui concerne le temps de trajet lorsque le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié. Par principe, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif pour le salarié. Donc, quand on a un temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet, ce temps ne sera pas rémunéré en tant que temps de travail effectif. Mais le Code du travail oblige l'employeur à verser, à indemniser le salarié sur le dépassement de ce temps de trajet. Or, ici, donc, il y avait bien une contrepartie qui était prévue, mais qui semblait quand même assez minime par rapport assez disproportionnée dans un sens défavorable aux salariés par rapport au temps de trajet qui était subi par le salarié. Et donc, la Cour de cassation a précisé que le juge, il appartenait au juge de contrôler que le montant de la contrepartie financière est suffisant pour effectivement constituer une contrepartie à ce temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Il ne suffit pas de fixer une contrepartie, encore faut-il qu'elle soit suffisamment, qu'elle indemnise suffisamment le salarié de ce dépassement. Et les juges auront la possibilité de le contrôler. Il faut fixer comment alors? De façon raisonnable. Là, la contrepartie avait été fixée unilatéralement. Le mieux, quand on en a la possibilité, c'est d'en discuter avec le CSE, évidemment. Après, il n'y a pas de règle. Le Code du travail, de toute façon, ne fixe pas de règle. C'est une contrepartie. Voilà. Il faut qu'elle soit proportionnée. Quel que soit le contrat de travail du salarié. Vous pensez à quoi? Cadre forfait jour qui se déplace pour telle ou telle mission et c'est à l'autre bout de l'île, j'en sais rien, ou hors département. Alors sur le forfait jour, j'aurais tendance à... après, peut-être que tu auras aussi un avis, mais à mettre en balance la journée de travail du salarié. Est-ce que ça dépasse, est-ce que c'est un temps de trajet qui est fait sur ses horaires, entre guillemets, normales de l'activité? S'il prend l'avion pour aller en métropole ou à Dubaï ou à... Ah oui. Oui. Ah. Non, il faudrait regarder, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus.
fait, les particuliers. Ils sont vraiment autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Donc, ils sont autonomes, mais on les y envoie en séminaire, par exemple. Oui. Je pense que ça, ce serait vraiment au cas d'espace, en fonction d'estimer qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et non récurrente. Et donc, voilà, genre un séminaire annuel. Voilà, et c'est annuel. Et donc, du coup, de part… quand même verser une indemnité. J'aurais tendance… Alors après, si c'est sur le temps. Voilà, exactement. Si c'est un vol de jour, c'est une journée travaillée. Le sujet, c'est le vol de nuit. Mais du coup, la nuit, entre guillemets, il dort. Pas aussi bien que… Ça dépend quelle classe de voyage. Voilà, s'il est en attente 4 heures à Maurice. Moi, je pense que cette notion du… sur la journée de travail, en effet, ça fait partie de sa journée de travail. D'ailleurs, il va être rémunéré. S'il doit partir un dimanche pour aller au séminaire, j'aurais tendance à l'indemniser. Ou à dire que c'est une journée de travail. Une demi-journée travaillée. Comme c'est un 4 forfaits jours, sur un émargement, on peut tout à fait dire que cette journée-là, c'est une journée de travail. Quand il revient, il récupère. Qu'il récupère. Oui, voilà, exactement. Ou bien alors, ça peut être d'anticiper et de voir directement avec lui et de lui dire, vous devriez normalement partir… En fait, c'est ça qui se passera. Vous devriez normalement partir le lundi. Pour confort personnel, vous souhaitez partir le samedi… ou 2 jours avant. Nous vous invitons à nous écrire quelque chose. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas du confort, à ce moment-là, oui. À mon sens, il faudrait qu'il récupère. Oui. Mais c'est plus simple de faire récupérer que forcément une indemnité. Après, la contrepartie, elle peut être en repos ou elle n'est pas forcément financière, la contrepartie. Ça peut être une contrepartie en repos. Et donc, oui. Après, la question qui va peut-être aussi se poser, c'est la durée du repos en question. Comment est-ce qu'on évalue cette récupération, cette contrepartie pour un voyage qui serait évidemment beaucoup plus long qu'un trajet en train ou en voiture de 2 heures supplémentaires. Voilà, on n'est pas sur les mêmes proportions. S'assurer de toute façon que tout le monde est d'accord. Mais c'est ce que j'allais dire en fait. Comment est-ce qu'on voit qu'une contrepartie est disproportionnée? C'est parce que le climat social se détériore et qu'il y a des revendications derrière. Ça. En général, on les voit venir. Les contreparties qui sont un peu insuffisantes, on ressent des vraies insatisfactions de la part des salariés concernés. On voulait signaler également un changement de position de la Cour de cassation dans le cadre d'une réintégration qui ferait suite à un licenciement nul, donc un salarié qui serait réintégré. La période d'éviction, elle est assimilée à du temps de travail effectif pour décompter les congés payés acquis, sauf si le salarié a travaillé pendant cette période pour un autre employeur. Donc ça, c'est un revirement de jurisprudence. Concernant le non-respect du SMIC, quelles sanctions? Donc, le non-respect du SMIC donne droit à une contravention de 5e classe qui est de 7 500 € pour les personnes morales, un rappel de salaire évidemment et éventuellement des dommages à intérêts lorsque le salarié, c'est plus complexe en pratique, arrive à démontrer la mauvaise foi de l'employeur. Et enfin, la dernière jurisprudence qu'on a sélectionnée concerne le paiement d'une prime d'objectif qui serait subordonnée à la présence effective du salarié au moment du paiement de cette prime. La Cour de cassation, elle va estimer que l'employeur ne peut pas exiger la présence du salarié au moment où la prime sera versée. Pour pouvoir être rémunéré, donc il y aura un calcul au prorata qui devra être effectué. Une clause d'un contrat de travail qui prévoirait que la prime d'objectif serait versée uniquement si le salarié est présent au 31 décembre. Il s'en va le 15 octobre. C'est ça. Il faut quand même lui faire un paiement prorata. Voilà. Je crois que c'était les derniers les points qu'on pouvait mettre en avant au niveau jurisprudentiel.
Je ne sais pas du coup s'il y a des questions sur d'autres sujets ou sur des points qu'on aurait abordés au cours de cette heure. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Ou est-ce que ça a été clair et il n'y a pas de questions? Peut-être qu'il y en a sur le chat. Tout en tu peux montrer. Ouais. Faire analyser sont faites par qui? Un expert comptable. Interrogation. Oui. C'est lui qui l'envoie d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'expert comptable effectivement qui s'en occupe. Ouais. Les fichiers faits qui sont envoyés par vos experts comptables, donc il faut leur demander en fait. Ouais. Non, c'est pas forcément l'expert comptable si la comptabilité est gérée par l'expert comptable. Oui, c'est ça. Parce que sinon, il y a le service de comptabilité d'entreprise qui va extraire le FEC. Oui, c'est ça. Mais à la fin, c'est lui qui le valide. Et en général, de toute façon, tous les ans, le FEC, et c'est la première des choses qu'exigent les cabinets quand ils font les contrôles de comptabilité, de toute façon. Ah oui. Les FEC aussi. Commissaire aux comptes et les experts comptables travaillent là-dessus. Et puis c'est ceux qui sont le plus à l'aise, je pense, avec le fichier. Donc, Nous souhaitons partir en retraite élève et continuer à exercer dans notre entreprise en profession non salariée. Alors oui, surtout si on part à taux plein. Alors en plus la question va, aucun problème ne va se poser. C'est-à-dire que si vous êtes parti à taux plein, que vous avez une retraite salariée versée par la CNAV, vous avez tout à fait la possibilité ensuite d'être. Alors ce ne sera pas une réembauche parce que si j'ai bien compris, ce sera en tant que non salarié, donc via je sais pas, un contrat de prestation de service ou mandat, je ne sais pas, mais oui, c'est possible et vous pourrez cumuler le montant de la retraite avec le montant de la rémunération indépendant. Oui, il n'y a pas de difficulté. C'est fait sur la rupture conventionnelle et La rupture conventionnelle est de plus en plus souvent demandée par les salariés. C'est une optimisation dans 95% des cas de démission. Avec le bonus-malus, le fait que ce soit la demande du salarié ou de l'employeur change. Ah bah oui, complètement, bien sûr. Ouais. Parce que la rupture conventionnelle, donc on revient sur le bonus-malus dont on a parlé tout à l'heure. Et donc le bonus-malus, il est apprécié par rapport au taux de départ des salariés. Et c'est une excellente remarque. Dans les départs qui seront pris en compte pour le bonus-malus, il est tenu compte, entre autres, des ruptures conventionnelles. Donc, on prend en compte les licenciements, les fins de CDD et les ruptures conventionnelles. Il y a la démission qui rentre. Exactement. Donc, la démission n'est pas prise en compte, mais on prend en compte la rupture conventionnelle. Et donc, vous avez raison, du coup, oui, c'est une rupture qui est à l'initiative des deux parties qui finalement... parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, elle est aussi à l'initiative du salarié qui souhaite partir en pouvant bénéficier de l'assurance chômage pour avoir le temps de se retourner. Et ça sera pénalisant pour les entreprises qui font partie des secteurs d'activité qui sont cités. Donc oui, tout à fait. De ce point de vue-là, la rupture conventionnelle versus démission va avoir un vrai impact sur le taux de séparation. Ouais. Et même en cas de contrat d'extra. Alors, contrat d'extra. C'est un mini CDD, quoi. Oui, contrat de travail. Oui, je pensais à travail temporaire. Non, d'extra dans la restauration. Oui, tout à fait. Oui, le contrat d'extra. C'est pour ça que la restauration est particulièrement citée. Bien sûr. Forcément, c'est pour 2 jours, on a un événement tout à fait exceptionnel. Ouais. Alors après, ce qui est intéressant aussi quand même dans le bonus-malus, c'est que du coup, le dispositif, il vise aussi donc les secteurs d'activité où il y a un taux de séparation très élevé et il va permettre d'évaluer celles qui sont au-dessus du taux moyen, celles qui sont en dessous. Oui, on n'est pas forcément au-dessus. En fait. Voilà, on est quand même dans un même secteur d'activité qui a fortement recours au contrat extra notamment. Après, si on n'est pas
Si on n'explose pas les contrats extra plus que n'importe quelle entreprise, on ne sera pas au-delà du taux moyen. Il va falloir, c'est un test qui va se faire au fur et à mesure. Hein. Enfin, pour l'instant, on a du mal à estimer le vrai coût que ça pourra avoir pour les entreprises. Ça va être voilà, intéressant aussi à voir de ce point de vue-là. Alors, concernant le nouveau CERF arrêt de travail, il n'y a plus la case fin pour les accidents de travail. D'accord, bah, c'est intéressant, ok. C'est ça, la reprise qui me fait un peu. Parce que après c'est déclaré, de toute façon on déclare en DSN, c'est peut-être lié au déclaratif DSN qui met fin à l'arrêt de travail automatique et qui du coup transmet auprès de la CPAM l'arrêt de travail qui sera induit par la reprise de la rémunération. Alors je vous réponds comme ça à brûle pour point parce que je n'avais pas relevé la suppression, mais d'accord, je la note en tout cas. Ça risque de poser des problématiques au niveau du... Parce que nous, on a eu le cas, on a sollicité pour des adhérents la CGSS à ce propos avec un positionnement clair par rapport aux prolongations d'arrêt parce que les prolongations ne les déclarent pas en DSN. Et des fois, on a des salariés qui ne sont pas indemnisés par rapport aux prolongations. Et la CGSS disait, vous voyez, avec l'employeur, sauf que l'employeur n'a rien à faire normalement avec la DSN au niveau des prolongations. Donc, je pense que ça risque d'avoir cette problématique-là parce que ça sous-entendrait qu'au niveau des prolongations, s'il y a arrêt de travail sans date de reprise, à quel moment, effectivement, on renseigne la reprise. Parce que la reprise, on la constate par le certificat de reprise, etc., la visite médicale de reprise éventuellement en fonction des délais, mais et comment est-ce que la société est informée? Oui, et y compris l'employeur quand il a besoin de s'organiser. C'est ça. Pour la prolongation, il me semblait qu'il y avait dans le menu déroulant, dans DSN, c'est pas déclaré en DSN. Il n'est pas déclaré. La prolongation. L'arrêt initial, et moi aussi, j'en étais même, j'aurais mis mes 2 mains à couper. Hein. Et non, c'est pas déclaré. Et moi, il me semblait aussi que dans le menu déroulant, alors soit ça a changé, soit ça n'a jamais été déclaré. Et en tout cas, l'employeur n'a rien à faire en cas d'arrêt de prolongation. Et on a eu un positionnement oui, de la parce que si on ne CGSS. peut pas acter la prolongation, ça veut dire que la caisse n'a pas les moyens de connaître la situation d'arrêt de travail Et ni l'employeur. Et l'employeur non plus. Donc, en termes d'organisation, les contrats de remplacement, ça pose un problème pour les CDD de remplacement? Bah oui. C'est sûr ça? Qui est-ce qui a posé la question? Vincent Loff, SHLM. En tout cas, je note le point. Alors, si encore du coup, vous effectuerez. Pardon. On vous entend pas? Du coup, j'allais dire, s'il y a une problématique à ce niveau-là, je pense qu'elle apparaîtra assez rapidement et elle sera relevée. Mais je la note. C'est effectivement, ça peut être ça peut créer une difficulté. Ouais. Je regarderai ça. Et sur la prolongation en DSN aussi. Du coup. Alors, aura-t-on le support de présentation par mail? Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Après une remarque de M. Cortés, en cas de cumul emploi-retraite, il est important de noter que les cotisations en retraite ne produiront plus de nouveaux droits. Oui. Le statut indépendant sera donc à choisir avec précision. Oui, exactement. Ça, quand on... oui, mais ça c'est valable aussi pour un cumul emploi-retraite salarié. Quand on a liquidé ses droits à retraite et qu'on recouvre un emploi qui soit indépendant ou salarié, on continue à cotiser à la retraite,
mais on n'aura aucun droit supplémentaire à cette retraite. Donc, en effet, on cotise aussi au chômage d'ailleurs, et pour autant, voilà. Alors, au chômage, je parle des salariés, on n'est plus dans les indépendants. Mais oui, effectivement, c'est important à préciser. Oui, il faut le savoir, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à cet atelier. Merci à tous d'avoir participé. Merci au cabinet Fidal d'avoir animé cette présentation. Je vous remercie à tous et puis passez une bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah oui.